Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la saison Leçons d'écriture. Je vous rappelle que cette saison est destinée à ceux et celles qui voient en l'écriture un moyen d'habiter le monde autrement. À travers ces numéros, nous voulons vous aider à trouver la première phrase, le premier poème et de vous lancer définitivement dans l'écriture. Notre objectif, c'est aussi de vous faire entendre les histoires et les voix de ceux et celles qui ont consacré leur vie à l'écriture. Je suis Marc-Sonny Rico. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gary Victor. Il est pour moi l'écrivain haïtien qui a dirigé de plus de livres collectifs. Il est aussi un grand animateur d'ateliers d'écriture. Gary est un passeur. Romancier et novelliste, il est aussi l'un des écrivains les plus lus aujourd'hui en Haïti. Auteur de Le Diable dans un thé à la citronelle, À l'angle des rues parallèles, Le sec des époux fidèles, Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin, Les cloches de la brésilienne, etc. Une bonne partie de son œuvre est publiée chez Philippe Rey à Paris et chez C3 Éditions ici en Haïti. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Gary Victor. Et bonjour. Vous êtes romancier, vous êtes l'auteur de plus d'une vingtaine de romans, sans compter les nouvelles et les textes collectifs que vous aviez participé. Vous aviez reçu des prix littéraires. Pour commencer, je voudrais vous poser la question la plus bête dans cet entretien. Alors, comment faire un roman? Comment faire un roman? Il faut premièrement avoir la passion de raconter. Il faut aimer raconter, il faut aimer les histoires, il faut aimer la vie, il faut savoir rêver, il faut savoir s'étonner, et il faut aimer lire beaucoup, il faut avoir l'habitude d'entrer dans l'univers des autres, de se plaire dans l'univers des autres, de se régaler des personnages que les autres ont créés, tu vois. Donc, c'est toute une série de facteurs qui vous permettent d'écrire un roman. Et surtout, il faut savoir regarder, il faut savoir s'étonner, il faut savoir se questionner, il faut savoir rêver, observer, il faut savoir observer, il faut savoir s'étonner, il faut savoir se questionner. Et bon, c'est tout ça qui te permet d'écrire un roman. Il faut aimer la lecture, il faut aimer le livre, il faut c'est quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui n'a pas lu un nombre significatif de romans, c'est difficile pour lui d'entrer dans le travail romanesque. Le temps aussi est important. Combien de temps ça prend? 1 an, 2 ans, 6 ans? Il y a par exemple Umberto Eco? Bon, le temps que cela prend pour écrire un roman, parce que les gens pensent souvent que quand tu écris un roman, c'est quand tu t'assieds devant ta page blanche avec un stylo à la main, ou bien quand tu es devant ton ordinateur que tu commences l'écriture d'un roman. L'écriture d'un roman commence à la minute où tu as l'idée en tête. Et une fois que tu as l'idée en tête, il y a un processus de maturation qui peut prendre des mois, parfois même des années. Par exemple, on me demande souvent mon plus long roman comme La piste des sortilèges. On me demande en combien de temps je l'ai écrit. Moi, je dis non, je ne sais pas en combien de temps je l'ai écrit. Combien de temps ce roman est resté dans ma tête. À la minute où j'ai eu l'idée de La piste des sortilèges, je pense que c'est l'idée de ce roman, ça fait au moins 4 ou 5 ans dans ma tête, tu vois. J'avais cette folie de faire un roman et avec les dieux vaudous, avec l'univers vaudou. Ça fait près de 4 à 5 ans que j'avais en tête, mais je l'ai écrit en 6 mois. Mais l'histoire était déjà dans votre tête, même si vous ne connaissez pas tous les détails, mais quand même... Exactement. Donc en fait, le temps de l'écriture d'un roman, je pense que ça commence dès que tu as l'idée en tête, dès que tu commences à réfléchir à ton idée. Parce qu'à ce moment, tu réfléchis au personnage, tu réfléchis aux situations, tu es hanté par ton idée. Et tout ce temps-ci, moi, c'est un temps d'écriture. Tu vois? C'est un temps d'écriture. C'est comme le processus comme une femme est enceinte. Tu as le temps de tu vois, de bercer le bébé. Exactement. Le temps que ça pousse dans le ventre, le temps que ça sort. Et un roman, pour moi, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'un bon roman pour vous?
Bon, un bon roman, c'est une très bonne question. Un bon roman, premièrement, moi, je suis très américain, je ne suis pas du tout dans l'école française. Pour moi, un bon roman, c'est un roman qui a une intrigue et des personnages intéressants. Il faut une bonne intrigue, il faut de bons personnages, il faut un bon récit. Donc, pour moi, le roman, c'est avant tout le récit. C'est avant tout le récit. Donc, quand je dis c'est avant tout le récit, donc maintenant, ce sont les personnages et c'est l'intrigue. Pour moi, c'est ce qui est un bon roman. Un bon roman aussi, c'est un roman c'est un roman aussi qui parle à la vie, qui parle aux gens. C'est un roman qui permet aux gens de se reconnaître, d'observer. Donc, le roman devient comme un miroir, comme une fenêtre. À travers cette fenêtre, on observe les autres, on observe la vie. Donc, le roman est aussi ça. Le roman aussi, c'est une piste d'envol. Ça veut dire que quand tu lis ce roman, ça te permet de décoller, de prendre de l'altitude. Donc, ça te permet de voir à la fois les lieux, de découvrir les lieux. Tu prends du recul. Donc, un bon roman, c'est tout ça. Oui, en parlant qui vous permet de prendre de l'altitude, qui vous permet d'arriver, en vous lisant, on a toujours l'impression que vos personnages ne sont pas des gens de papier, qu'il existe quelque part. Vos personnages sont crédibles, complexes et capables de nous captiver. Moi, je pense que vous êtes un génie en ce sens. Comment donnez-vous vie à vos personnages? Bon, on donne vie à ces personnages parce que justement, on a l'habitude d'observer et d'essayer de comprendre. Par exemple, je ne suis jamais arrivé à haïr quelqu'un, même quelqu'un qui vous fait du mal. Pour quelle raison? Parce que je suis toujours dans l'attitude de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et donc, à ce moment, quand tu es ainsi, tes personnages sont toujours, ce n'est pas des imitations de personnages réels, ce ne sont pas des photographies, mais quelque chose, je pourrais dire, c'est peut-être une sorte de métamorphose de la réalité. Ça veut dire que tu pars de personnages réels que tu as l'habitude de fréquenter, que tu as l'habitude de voir, et tu essaies d'entrer en eux, tu vois. Donc, à ce moment, quand toi, tu écris un roman, quand tu crées des personnages, tu as une substance sur laquelle tu travailles. Et je crois que c'est peut-être le travail le plus important du romancier, c'est ce travail sur les personnages. Mais pour faire ce travail sur les personnages, il faut que déjà dans ta vie, tu aies l'habitude de t'intéresser aux autres, de t'intéresser aux personnages qui sont autour de toi. Tu as l'habitude de souffrir avec eux, de rire avec eux. Donc, il faut que tu aies beaucoup d'empathie pour les personnages qui sont autour de toi. Et puis, votre œuvre, c'est le réalisme et le fantastique aussi. Comment vous parvenez à équilibrer ces deux dimensions sans perdre la cohérence du récit? Mais parce que tu es déjà dans une réalité cohérente avec ces deux moments. Et Haïti, c'est un espace où le réalisme le plus brutal et côtoie le fantastique, et même pas le fantastique, la folie. Et quand tu prends par exemple l'histoire de ce chef de gang qui massacre une centaine de vieux parce que c'est des loups-garous, son fils est mort, tout et tout. Mais écoute, bien sûr, on a poussé de hauts cris, mais c'est parce que les gens sont fous. Mais écoute, et ce n'est pas la première fois. Je connais l'histoire d'une vieille dame, une amie de ma mère, qu'on a lapidée parce qu'elle est allée habiter dans un quartier. Elle priait, elle allumait des bougies, elle brûlait de l'encens. C'était un peu sa manière de prier. Eh bien, on l'a lapidée. Le premier enfant qui est tombé malade dans le quartier, on l'a accusé d'être une loup-garou. Donc, en fait, tu as cette présence du fantastique qui est déjà là. Bon, pour moi, je n'appelle même pas ça du fantastique, j'appelle ça de la folie. Donc, ce n'est même pas du fantastique, on est pratiquement dans le domaine de la folie qui côtoie un réalisme. Donc, déjà, quand tu as cette capacité d'observer et de questionner, ce n'est pas trop facile, ce n'est pas trop difficile pour toi quand tu écris tes histoires, quand tu crées tes personnages, d'entrer dans cette dimension.
y a Gabriel Garcia Marquez qui a écrit, j'ai lu dans son autobiographie, que Haïti, c'est un pays merveilleux. C'est comme s'il présente Haïti comme un pays romanesque. Oui, effectivement, pour un romancier, bon, tu sais, moi, j'ai une double attitude par rapport à ça. Je dis souvent, en tant que romancier, c'est vrai que dans l'espace qu'on vit, il est totalement fou, hein, avec ce mélange complexe de cette réalité qui n'est pas extraordinaire. C'est une réalité féroce, c'est une réalité inhumaine, je pourrais dire. Et puis en même temps, tu as cet espace, entre guillemets, magique, tu sais, avec toutes ces mythes, toutes ces superstitions, toute cette folie. Donc, c'est un espace qui peut faire rêver un romancier. Quand tu prends aussi le roman national haïtien, comment on présente l'histoire, qui est en grande partie trafiquée, la manière qu'on raconte notre histoire nationale. C'est une histoire aussi quelque part qui est trafiquée. Et bon, comme pour un romancier, c'est extraordinaire, mais le problème, c'est que l'autre face de la monnaie, c'est que, de la pièce, c'est que en tant que citoyen, je n'aime pas ça du tout. Parce qu'en tant que citoyen, je vois comment les gens vivent, comment les gens souffrent, comment les gens sont détruits, comment ce pays est non gouverné. Tu vois, un pays qui se détruit, qui se délite. Donc, en fait, et qui se délite, pourquoi aussi? À cause justement de ce problème de confusion entre le réel et l'imaginaire. Je ne dirais même pas de l'imaginaire, de la folie. Parce qu'à un certain moment, ça devient de la folie. Ce n'est plus de l'imaginaire, ce n'est plus de la culture, c'est de la folie. Donc tu vois, moi, quelque part, je dis souvent, quand j'écris, je suis comme l'alcoolique. J'aime bien ma bouteille, ça me permet, j'aime bien l'alcool. Vous écrivez en buvant? Non, pas du tout. Donc, j'aime bien ma bouteille comme un alcoolique, mais en même temps, parfois, j'ai envie de foutre à cette bouteille une gifle et de l'écraser, parce que je trouve que parfois, ça ne va pas du tout au niveau de notre imaginaire. Même si j'aime cet imaginaire, mais en même temps, je ne l'aime pas, parce que je trouve qu'il y a trop de bagailles qui ne sont pas bon là-dedans. Et comment vous écrivez? La nuit, par bribes, de seul coup? Je n'écris jamais la nuit. Ce qui est curieux, j'écris seulement, je suis un écrivain de jour. Quand j'écris, dès que je me lève, il faut que je ne fasse rien. Si je fais quelque chose au réveil, même de prendre un téléphone, je ne peux plus travailler devant. Il faut que quand je me réveille, la seule chose que je fais, c'est que je vais devant ma table de travail, j'allume mon ordinateur ou bien je prends ma feuille de papier, j'écris. Durant toute la journée. Je ne m'arrête simplement que pour souffler, que pour manger. Je passe toute la journée à travailler, de 8h du matin jusqu'à 6h, 7h du soir. Et l'espace dans tout ça? On sait que vous avez voyagé beaucoup, partout, vous êtes presque partout. Est-ce que vous travaillez partout, dans les hôtels, les résidences? Non, je ne travaille pas partout parce qu'il faut que il faut que je m'abstrais de tout pour travailler. C'est là un grand problème en Haïti. De s'abstraire, de couper les ponts avec... et vous savez, en Haïti, on a tellement de... Les contacts humains sont lourds parfois. Ils sont effrayants parfois, les relations humaines en Haïti. Donc, il faut que je coupe les contacts avec tout. Donc, souvent, je pars en province. Je me réfugie souvent au bord de la mer. J'aime bien écrire dans une chambre d'hôtel parce que quand tu es dans la chambre d'hôtel, tu fermes la porte, tu es comme coupé du monde. Donc, pour écrire, il faut que je sois vraiment coupé du monde. La seule chose que je peux faire quand j'écris, c'est pour ça que j'aime aller au bord de la mer. J'aime bien écouter le chant de la mer, le chant des vagues. Et j'aime bien mettre un peu de musique. Ça dépend de mes moments, du rock psychédélique, ou bien du jazz, ou bien du classique. Ça dépend de mes états d'âme. C'est comme ça que je travaille. Est-ce que l'écriture, c'est très élitiste? Cela dit, il faut quand même un endroit pour écrire, il faut de la musique, il faut quelque chose. Écoute, ça dépend des auteurs. Je connais un ami, il me dit, pour écrire, il faut qu'il aille dans une boîte, dans une discothèque, dans un restaurant où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de gens. Il dit que c'est dans le bruit qu'il arrive à écrire. Donc, je crois que ça dépend de la personnalité. Ça dépend. Il me dit, il faut qu'il ait du bruit, de la musique forte, beaucoup de gens qui parlent autour de lui. Il est assis, c'est comme ça qu'il peut écrire. C'est comme ça qu'il trouve son inspiration. Donc, ça dépend. Okay. Comment, une fois le premier jet terminé, Gary, quelle est votre approche pour réviser, peaufiner le manuscrit?
Bon, les deux approches, c'est important parce que moi, je suis un écrivain du premier jet. C'est-à-dire, quand j'écris, je ne me soucie de rien. Je ne m'arrête jamais à corriger. Je relis peut-être pour vérifier la cohérence, tu sais, de quelque chose. Mais quand j'écris, c'est comme si je vomis ce qui est à l'intérieur de moi. Tout, parce que comme je dis, il y a une maturation qui a pu prendre 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Donc, il faut que je sorte tout ça, que je le sorte rapidement. Tu vois, on a l'impression que si tu ne le sors pas rapidement, tu peux perdre quelque chose. Donc, on est dans cette angoisse. Tu sais, je sors rapidement, je noircis les pages, je noircis les pages. Et maintenant, quand j'ai terminé, je fais ouf. Mais maintenant, il y a un deuxième travail qui commence. Maintenant, justement, c'est que tu vas relire tout ça. Tu vas corriger tout ça. Et là, c'est un autre travail encore plus compliqué que je n'aime pas trop d'ailleurs, que beaucoup d'autres n'aiment pas, parce que c'est le travail technique. Il faut relire, corriger, revoir. Et là, c'est extrêmement ardu. Maintenant, tu as le deuxième travail que tu fais, mais qui est aussi très intéressant parce que tu peux t'apercevoir qu'il y a eu peut-être une erreur, une incohérence, un truc que tu devrais peut-être travailler beaucoup plus, tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'on avance. Mais vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de romans, plus d'une trentaine là maintenant. Est-ce que vous écrivez plus facile ou bien il y a toujours des doutes ou... Non, plus difficilement. Ce qui est curieux, c'est que j'ai comme l'impression que j'ai perdu quelque chose. Donc, c'est quoi exactement? Une innocence ou bien un plaisir d'écrire, je ne sais pas. Est-ce que peut-être qu'avant, quand j'écrivais, je me plaisais uniquement dans l'histoire, les récits. Maintenant, tu es toujours dans le doute. Est-ce que ce que tu vas faire sera meilleur que que le précédent? Est-ce que tu pourras faire mieux? Tu vois, et puis ensuite, l'ambiance n'est plus la même parce que à un certain moment, on rêvait en Haïti. Nous rêvions tous. Maintenant, on a l'impression que le rêve est mort. On a l'impression que le rêve est mort. On est obligé de trouver d'autres sources, d'autres étincelles. On essaie de rallumer un rêve qu'on a l'impression qu'il a disparu, qu'on a détruit. C'est l'impression qu'on a. On est dans un espace qui devient l'eau de menace, l'eau d'angoisse. C'est l'eau pour un écrivain. Donc, on écrit pour de la même manière. J'ai l'impression que ça devient plus difficile pour moi d'écrire maintenant. Après tous ces romans, pourquoi écrivez-vous encore? Parce que c'est la seule chose que je sais faire. La seule chose que je sais faire. Même mes femmes me disent que je ne sais faire qu'une chose, écrire. C'était curieux. Mais vous êtes l'un des rares écrivains, Gary, à écrire des poèmes, à publier des poèmes. L'un des rares grands écrivains. À ne pas avoir. Oui, à ne pas avoir publié mais c'est tout simplement parce que quand je me rappelle que j'étais au Collège canado-haïtien, j'étais déjà en 6e, 5e, 4e, tous mes camarades disaient Césaire, ils disaient John Perse, c'est Louis Vuitton. Moi, je n'étais jamais intéressé à la poésie. Moi, je lisais Bob Buran, je lisais OSS 117, je lisais Jules Verne, je lisais Hemingway, je lisais, tu sais, tous les grands auteurs américains. J'étais un fou de romans. Je lisais même 2 romans par jour à un moment. Tu sais, donc, alors que tous ceux qui étaient autour de moi, qui étaient intéressés par la littérature, ils étaient intéressés surtout à la poésie, moi, je ne faisais que lire des romans. À cette époque-là, à Port-au-Prince, il y avait des bibliothèques publiques partout. Oh, non, pas du tout. Au contraire, les jeunes aujourd'hui, curieusement, ils n'ont plus de chance. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas de bibliothèque. Mais à l'école que j'étais, déjà, même dans le primaire, il y avait une petite bibliothèque. J'étais un passionné de bande dessinée, un passionné de romans. Donc, je me suis formé avec le roman. Surtout avec le roman anglo-saxon, tu vois. Et le roman américain. James Hadley Chase, tout ça. Donc, Chester Himes, tu sais, c'était ce que je lisais, tu sais, le roman, le polar américain, c'était ça qui m'intéressait. Bien sûr, j'aimais aussi lire Victor Hugo, les romanciers français, surtout, tu sais, du 19e, tu vois. Donc j'étais un consommateur de romans. Donc, quand tu viens à l'écriture, tu passes directement au roman. Moi, je connais des jeunes, des amis écrivains qui n'aiment pas lire. Mais c'est bizarre, ça. Qui aiment écrire, mais qui n'aiment pas lire.
Je trouve ça quand même bizarre, quelqu'un qui n'aime pas lire et puis qui veut écrire. Parce que si tu n'aimes pas lire, n'as jamais lu, qu'est-ce que tu vas écrire? C'est un bon blanc, je ne sais pas. Bon, on peut être un super génie, ça peut arriver. Je pense que c'est possible. C'est possible, mais je pense que si quelqu'un qui ne lit pas, qui n'aime pas lire, si tu n'aimes pas lire, c'est que tu ne lis pas. Mais si tu ne lis pas, tu n'as rien lu. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as comme bagage? Quels sont les 3 conseils essentiels que vous donneriez à quelqu'un qui aspire à écrire son premier roman? Premièrement, il faut qu'il lise beaucoup. Pour moi, c'est le seul conseil que je puisse lui donner. Qu'il lise beaucoup. Qu'il lise beaucoup. Bien sûr qu'il lise ce qu'il aime. Je ne lui donne pas comme conseil de prendre n'importe quel livre. Il faut qu'il lise beaucoup. Il faut qu'il lise ce qu'il aime. Donc, pour qu'il puisse lire ce qu'il aime, il faut qu'il ait l'habitude de tenir des romans en main, de voyager à travers des romans, même de feuilleter, de lire la 4e, etc. Et puis, ce roman m'intéresse, cet auteur m'intéresse, tu vois. Et puis qu'il commence, et puis qu'il lise. Mais comment écrire un bon roman qu'on n'a jamais lu de roman? Il faut avoir du goût. Oui, il faut avoir du goût. C'est ce qui arrive souvent, et bon, moi, j'aime pas dire ça, mais il y a beaucoup d'éditeurs que je connais qui se sont plaints du fait, par exemple, il y a pas mal de poètes qui sont venus au roman. Et ils m'ont dit, mais il y a énormément de problèmes quand les poètes viennent au roman. Il y a plein de problèmes. Il y a des éditeurs qui me l'ont dit. Il y a plein de problèmes quand tu sais, c'est un poète qui vient au roman. La poésie, c'est la poésie, le roman, c'est le roman. Le problème, quand ces poètes viennent à la poésie, ils ont tendance à penser que le roman, c'est la poésie. Le roman n'a rien à voir avec la poésie. Sauf qu'à l'intérieur du roman, tu peux faire de la poésie. Il y a des situations qui sont poétiques. Si je décris le promenade de 2 amoureux au bord d'une belle rivière, ce moment, il peut y avoir de la poésie dans ce moment. Donc, dans le roman, par exemple, quand tu dis Gabriel Garcia Marquez, il y a une poésie mais la poésie de Gabriel Marquez, cette poésie, ce sont les situations, ce sont les personnages, ce sont les lieux, c'est sa manière de décrire, cette manière, tu vois. Donc c'est tout. Et on pourrait même dire que la poésie est contenue dans l'intrigue. Mais ce n'est pas la même chose. Donc c'est. Je crois que c'est très difficile, tu sais, même pour un romancier d'être poète, et un poète d'être romancier. Merci Gary Victor.